Bonjour, bienvenue. Merci d'être là pour cette deuxième journée du colloque de la chaîne. Nous sommes trois aujourd'hui devant vous pour quelque chose qui n'est pas tout à fait une conférence plénière, mais plutôt l'occasion pour nous de vous présenter l'atelier qu'avec Jacqueline Léon et Didier Samin, nous avons décidé de mettre sur pied dans le cadre de ce colloque sur simplicité et complexité dans l'histoire et la théorie des langues et de la linguistique. Nous allons donc travailler aujourd'hui et demain sur la problématique de la théorie des langues artificielles du point de vue de la complexité et de la simplicité. Et ce matin, pour ouvrir cet atelier, nous allons nous partager la parole. Didier commencera par dire quelques mots sur la notion de simplicité en sciences. Ensuite, Jacqueline prendra la parole pour faire quelques mises au point terminologiques dans le cadre de cet atelier. Et je terminerai quant à moi pour dire quelques mots sur le pourquoi de s'intéresser au rapport entre simplicité et langue artificielle. Donc on vous remercie tous d'être là et je passe la parole à Didier. Bien. Sur le bouton. Bien. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, j'ai pensé vous dire deux, trois mots de ce qu'en tant qu'historien des sciences, je vois dans la notion de simplicité. Alors, bon, c'est une notion qui est à la mode. Bon, la complexité, on en parle un peu partout depuis pas mal de temps. Et s'il fallait absolument donner une date où elle apparaît en tant que thématisation, je dirais Herbert Steinman, l'architecture de la complexité, 1962. Bon. Alors, bon, il faut quand même se méfier pour autant des illusions présentistes, parce que la thématisation est évidemment antérieure à sa médiatisation, et avant cette thématisation, la notion est apparue comme problème et assez vite. En fait, entre thématisation, médiatisation et avant sa problématisation, on a des paliers qui sont autant d'événements historiques. Bref, de quelque manière que cette notion ait été ou non dénommée, ce problème devient en science absolument incontournable dès le moment que, disons, le principe newtonien rencontre des difficultés, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des corrélations régulières entre des événements et donc une possibilité de les prédire. Bon, soit parce que ce sera la théorie cinétique des gaz, on a affaire à des événements qui sont pour l'observateur totalement stochastiques, le gaz, soit qu'on ait affaire à ce qu'on appelle des ruptures de phase ou des phénomènes d'émergence lorsque il se produit des choses imprévisibles dans une série. Bon. En général, ces ruptures de phase sont médiatisées par de grands phénomènes du genre extinction ou transformation des espèces ou aujourd'hui dérèglement climatique. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, les phénomènes d'émergence sont des choses tout à fait banales dans l'espace physique. J'en donne juste un pour illustrer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle par exemple une convection de Bénard. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ce que vous avez lorsque dans un fluide vous avez des différences thermiques. Il se produit des phénomènes de convection et ça donne des choses tout à fait régulières, ces petits carrés. Alors, je passe sur le détail, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça ne se produit que dans un certain intervalle thermique, au-delà d'un certain différentiel, la convection disparaît et vous avez des phénomènes stochastiques. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une rupture de phase. Vous avez des phénomènes d'émergence et vous avez des phénomènes de dissipation ensuite. Non. C'est un phénomène de rupture de phase. Alors, on pourrait donc dire que, en première approximation,
une condition nécessaire et non suffisante pour qu'un phénomène soit jugé complexe, peu importe comment on l'appelle, on a affaire à une rupture de phase et qu'on ne puisse pas le corréler de manière linéaire à un ensemble d'autres phénomènes. On a affaire à une rupture de phase à l'intérieur d'un système dynamique, à un événement dans un système qui fait intervenir le temps. Alors, bon, mon ambition n'est évidemment pas de présenter en détail ce que c'est qu'un phénomène de complexité dans les sciences, mais je voudrais juste donner quelques éléments de contextualisation. Déjà, ce simple rappel, ça c'est le consensus basique en sciences expérimentales. Ce simple rappel de ce qui est déclaré complexe dans ce domaine vous montre que ça complique ou ça complexifie déjà le discours majoritaire en sciences du langage. Bon, pourquoi? Parce que le colloque, l'argumentaire du colloque, vous rappelait comment est thématisée généralement la complexité par les linguistes aujourd'hui, et ces derniers privilégient plutôt l'état du système que sa transformation, ce que je venais de vous montrer. Alors, dans ce cadre, revoyez ce qui était dit dans l'argumentaire. Est complexe dans le métadiscours, ce qui est, du point de vue du descripteur, du système supposé qu'est une langue, pose des problèmes, soit ce sera vu du point de vue de l'acteur, c'est la deuxième interprétation dominante, qui doit produire ou interpréter une séquence quelconque. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est défini comme complexe, finalement, c'est la longueur des opérations à effectuer, que ce soit de la part du linguiste ou de la part de l'agent. Bon, plus la chaîne d'opérations... Alors, j'ai des problèmes avec ce système. Excusez-moi, mais je ne suis pas très au point avec ce truc. Plus la chaîne d'opérations est longue, plus l'objet produit ou interprété sera dit complexe. Alors, bon, pour moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle dans un rude langage une complexité de Kolmogorov, c'est-à-dire c'est le genre de choses qu'on définit comme la longueur d'un programme binaire le plus court possible à partir duquel on peut reconstruire l'objet en question. Bref, je vous ai donné deux aspects dynamiques statiques. On a affaire à deux perspectives qui sont un peu distinctes. La première est celle que je viens de rappeler, et leur articulation n'est pas évidente. La première, celle des sciences dites exactes, a l'avantage d'être dynamique, d'associer la complexité à une imprévisibilité partielle, et je dirais que la seconde est également intéressante pour une autre raison. Alors, sous-entendant en quelque sorte une complexité de Kolmogorov ou ses versions non formelles qu'on trouve chez les linguistes, et en effet un principe. Lequel? Le principe qu'il y a une différence constitutive d'échelle entre l'objet et sa description pour le linguiste ou son interprétation pour l'acteur, le locuteur. De combien de modules, de briques ai-je besoin? Ça, c'est bien une question que les grammairiens se posent tout le temps. Combien de parties de discours, combien de paradigmes, combien de chaînes syntaxiques, voyez Ténière, etc. Et la langue sera dite d'autant plus simple, plus facile dans ce sens-là, que la séquence ainsi obtenue, en l'occurrence une grammaire, sera considérée plus courte. Aucun programme ne couvre totalement le champ, mais on considère qu'il y a une couverture suffisante. Alors, vous aurez peut-être relevé que ces deux approches partagent également un présupposé. Parler de complexité, c'est pas seulement trivialement parler de la complexité des choses ou de la complication, j'y reviendrai. C'est l'aborder en termes épistémiques et de praxis. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Il s'agit de ce que les acteurs en pareille situation découvrent et des stratégies qu'ils adoptent. Ce n'est pas très intéressant de ne voir la complexité qu'en termes ontologiques, si vous voulez. J'ajoute maintenant quelques remarques qui conduisent à définir un objet comme complexe. En fait, vous pouvez l'aborder comme objet, vous pouvez aborder la complexité comme phénomène, et vous pouvez aussi l'aborder comme problème. Donc, comme objet.
Dans une perspective dynamique, la première que je n'ai, il y a bifurcation, il y a complexité lorsqu'il y a bifurcation. C'est-à-dire lorsque une même situation telle qu'on l'observe peut donner naissance à plusieurs situations différentes. Soit, je ne glose pas ce qu'on appelle ça, hein, soit qu'il y ait ce qu'on appelle une sensibilité aux conditions initiales, soit, deuxième cas, c'est plutôt celui-là que je traiterai, que le système s'adapte en interagissant avec son environnement. On observe alors des phénomènes d'homéostase, voire de néogantropie, lorsque vous avez de l'ordre qui émerge du désordre. Traditionnellement, on vous dit que c'est une propriété du vivant, non. Et ce serait assez facile, je ne pourrais pas le faire systématiquement, ce serait assez facile de trouver des parallèles avec les langues. Ça, c'est le point de vue dynamique. Dans une perspective statique, en fait, il me semble quand même nécessaire de distinguer ce qu'on appelle compliqué et ce qu'on appelle complexe. Un système peut être composé de nombreux sous-systèmes en interaction les uns avec les autres. Ce n'est pas pour ça qu'il sera forcément complexe. Il sera peut-être compliqué, mais on dit qu'il est complet, qu'il n'est pas complexe dès lors qu'il est modularisable. C'est-à-dire lorsque je peux associer de manière biunivoque une fonction à chacun des sous-systèmes et décrire les relations qu'ils entretiennent. Exemple très bête, hein, si vous avez une langue L, que vous ayez un cas synthétique, ou bien 3 cas, ou bien 50, ça ne change absolument pas son degré de complexité. Vous avez quelque chose qui est plus long à décrire, mais c'est la longueur qui change, pas la structure ou la forme de la description. C'est tout à fait différent lorsque ma délimitation de modules et les fonctions que j'essaie de leur attribuer deviennent problématiques parce qu'on a affaire à ce qu'on appelle des systèmes hétérarchiques. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, je vais le faire à l'envers. Dans une structure hiérarchisée, si un élément est un composant d'une structure plus large, la réciproque n'est pas vraie. C'est l'analyse en constituant telle qu'on l'a apprise sur les bancs de l'université. Je dirais quand même qu'il faut être un peu optimiste ou un peu naïf pour ne pas voir que les langues réelles sont des systèmes hétérarchiques. Vous ne pouvez pas corréler de manière mécanique une fonction à un objet. Hein. Voyez le système du cas, voyez ce qu'a fait Yamseo et tous les autres phénomènes de ce type. Bon. Quoi qu'il en soit, toutes ces considérations intègrent donc un critère non plus seulement quantitatif, mais qualitatif. C'est nécessaire, hein, parce que si vous avez par exemple une complexité comme Mogolov que vous analysez de manière totalement quantitative, ça voudrait dire par exemple qu'une série d'événements aléatoires serait maximalement complexe, hein, le comportement stochastique de l'abruti à la mèche orange par exemple, est pas complexe. Hein, simplement, vous ne pouvez pas le prévoir et vous ne pouvez donc pas le réduire à des règles. Donc le critère quantitatif ne suffit pas. Bref, la notion de complexité est indissociable de celle de système. Alors, et à cet égard, l'un des très fréquemment associés au système dit complexe est ce qu'on appelle l'existence de régulation distribuée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comparez une soupape de machine à vapeur et un banc de poisson. Comment on fait du feedback sur une machine à vapeur? Vous installez un piston et c'est un organe de régulation centrale qui est introduit par un opérateur extérieur, c'est-à-dire celui qui a construit la machine. Un banc de poisson ou une escadrille d'oiseaux, ça se régule de manière différente. Ce sont des éléments périphériques et internes qui produisent par contamination des phénomènes de régulation. Il y a que les bêtes. Non, pas vraiment. Comparez une ville comme Brasilia et une ville européenne. Dans une ville européenne, on voit apparaître des patterns sans qu'il y ait régulation centrale ou avec une faible régulation centrale. Je dirais que là, un rapprochement avec certains phénomènes linguistiques, je ne vais pas le faire systématiquement, mais ce serait très facile. Ce qui varie sur un continuum entre une langue dite naturelle et une langue dite artificielle, c'est notamment ce ratio
entre régulation centrale et régulation distribuée. Quelques remarques sur complexe comme phénomène. Pour des raisons historiques et philosophiques que je n'explique pas, une tendance récurrente est de considérer les faits scientifiques comme purement phénoménaux. Et c'est d'autant plus tentant ici que, il suffirait de dire, sans savoir si c'est à cause de nos objets, de nos outils, ou parce que c'est dans les choses, que c'est complexe. Ce qui est complexe, c'est sur quoi nous ne pouvons pas fournir de prédictions satisfaisantes dans une conception dynamique, ou ce qui est complexe, c'est ce dont nous ne pouvons pas fournir une représentation suffisamment exhaustive dans la version statique. Bon, je dirais oui et non. Oui et non, parce que, oui d'abord, parce que c'est vrai qu'il y a une question d'instrument. La description des corps célestes visibles est complexe dans un système ptolémaïque et elle est simple dans un système copernicien. La description du système casuel du basque est complexe dans un système accusatif, elle est simple dans un système ergatif. Non. Parce que, je vous disais, avec l'histoire de Brasilia et une ville européenne, il y a bien une différence de fait ontologique entre une régulation centrale et une régulation distribuée. Et j'ai envie de dire oui et non en plus, parce que c'est aussi une question de granularité. Pourquoi? Parce que dans un système, l'échelle d'observation est rarement triviale. Vous pouvez très bien avoir des processus qui vous paraissent totalement stochastiques au niveau moléculaire et qui font apparaître des patterns si vous montez d'un degré. Bon, c'est le cas évidemment des bancs de poissons, c'est le cas aussi de la circulation automobile, et malgré tout, s'agissant du langage, vous avez bien affaire à un niveau moléculaire, à des individus qui parlent et qui interagissent, et affaire à des langues à un autre niveau. Il ne suffit pas de constater que le tout serait plus que la somme des parties, ça c'est complètement trivial. Il s'agit de bien voir que ce sont deux plans d'observation qui sont hétérogènes. Donc, en grammaire et partout, où qu'on soit, une entrée taxinomique ne se fait jamais à n'importe quel niveau. Quelques remarques sur complexe comme problème. Donc, non seulement complexité et système sont des notions corrélatives et elles font intervenir des observateurs et des acteurs, mais voici par exemple ce qu'écrivait Simon en 1962, donc dans ce fameux article. Pour gagner du temps, je ne lis pas tout, mais j'ai mis en rouge ce qui était important. Donc, je vous laisse lire. En lisant qu'on parlera. D'accord ? Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir que est-ce qu'on peut faire, c'est ce que dit Simon, est-ce que je peux faire autre chose qu'en hiérarchisant ? Bon. Simon ne distingue pas à cette époque-là entre complexe et compliqué. Mais j'observe qu'il voit dans la modularisation des phénomènes une nécessité heuristique, voire cognitive. Selon lui, lorsque nous interprétons un phénomène, nous le réduisons et nous faisons comme s'il était exempt justement des hiérarchies. Bon, sans doute qu'on dirait plus ça aujourd'hui, du moins est-il question des stratégies des acteurs en même temps que des propriétés des choses. Et je pense que pas mal de notions seraient ici exploitables. J'en mentionne que deux. La première, c'est ce qu'on appelle... La première, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Alors là, désolé pour ce rude langage, ça consiste à regrouper plusieurs éléments interreliés et à les traiter comme une unité en faisant abstraction des relations éventuelles de ces éléments avec des éléments extérieurs à la capsule. Alors,
Bon, c'est ce qui se passe quand, mettons, vous réduisez une chaîne syntagmatique à un élément, à un groupe fonctionnel, en faisant abstraction, par exemple, des relations d'un effort qu'un élément à l'intérieur de la chaîne entretient avec d'autres éléments. La seconde, c'est ce qu'on appelle depuis peut-être 15 ans maintenant, mais c'était connu avant, c'est une question d'appellation, la simplexité. Alors qu'est-ce que c'est que la simplexité? Ça consiste à réduire, souvent en s'appuyant sur l'expérience passée des acteurs, le nombre des informations effectivement traitées pour obtenir des schémas simplifiés. Alors, ça, quand vous faites ça, vous faites des raccourcis, vous bricolez, vous n'obtenez pas une représentation iconique des choses, mais vous arrivez à vous débrouiller, et ça marche un peu près. Alors, je pourrais vous donner des tas d'exemples dans les langues, mais je me contente de mentionner une expérience banale d'enseignant. Et tout à fait fascinant d'observer comment des élèves, mais même en cours de langue, analysent un message. Ils ne font absolument pas comme le prof, naïf de par ça. Bon. Qu'il s'agisse de mots, de phrases, de messages, bon, ils repèrent pêle-mêle des indices, un certain nombre, qu'ils corrèlent à des scénarios ou à des situations possibles. Et de cette information totalement défectueuse et non analytique, ils extraient une interprétation qu'ils jugent à tort ou à raison satisfaisante. C'est un cas typique de stratégie par simplicité. Je pourrais vous donner des tas d'autres exemples. Mais j'en viens à ma conclusion. Donc, j'ai essayé de vous présenter très sommairement ce qui me semble devoir être associé à ce qu'on appelle complexe. Je dirais qu'il faut au moins y mettre deux ingrédients. La première idée, c'est l'idée de système.